Bon, chers amis, chers camarades, d'abord, j'ai grand plaisir toujours à revenir dans ce département que je connais un peu, de retrouver des amis, des visages familiers, des camarades. J'ai plaisir à me retrouver dans beaucoup de meetings que nous développons partout sur les territoires, dans les grandes villes comme dans les sous-préfectures. Chaque soir, de retrouver des nouveaux amis que je ne connaissais pas. Donc voilà, et j'en découvre avec grand bonheur. Aussi, que nous soyons rassemblés et déterminés, tout le monde l'a dit. Mais vous savez, ce n'a pas toujours été le cas ces dernières années. Et pour l'instant, j'ai fait déjà 5 mandats, dont le premier mandat de Macron, et j'ai vu les coups pleuvoir. Les coups pleuvoir, Ségolène a dit l'ISF, on pourrait parler du rabotage des APL, on pourrait parler des premières réformes sur l'allocation chômage, et les coups pleuvaient. Je suis dans un département, Seine-Saint-Denis, où les gens, ils savent ce que c'est de se lever à 5h30 du matin. Il n'y a pas de feignants chez nous, comme ici dans cette salle. Et j'ai vu ces coups pleuvoir, et malheureusement, nous étions pas assez nombreuses et nombreux, et parfois pas assez unis pour y poster. Et donc ce soir, comme beaucoup d'entre vous, et la totalité, je suis heureux que nous soyons unis pour faire échec à ce projet de contre-réforme des retraites. Et puis, je le dis aussi, tout le monde l'a rappelé, l'unité syndicale, elle est primordiale. D'ailleurs, moi aussi, comme Nicolas, jamais nous ne donnons de consignes au mouvement social. Nous sommes à leur côté, ni devant ni derrière, chacun joue son rôle. Et par contre, qui est cette unité syndicale, elle est déterminante. Et c'est celle-là qui a permis de mettre des millions de travailleurs et travailleuses déjà dans les rues, au bout de 5 journées de mobilisation, quand on sait que dans ce pays, l'inflation frappe de plein fouet beaucoup de classes populaires. Les prix de l'électricité s'envolent, et donc je sais, nous savons qu'une journée de grève, c'est pas un plaisir comme ils racontent sur les plateaux de télévision. Pour beaucoup, c'est un sacrifice énorme, mais ils le font parce qu'il y a eu cette unité syndicale qui leur dit que ce qui est en train de se jouer est déterminant. Et donc, cette unité est notre bien précieux, et merci de continuer à la tenir. Alors bon, moi maintenant, je ne sais plus quoi vous raconter, parce que tout le monde a été brillant, tout le monde a dit des choses. Au fur et à mesure, je disais à ma copine de la chaise, qu'est-ce que je vais pouvoir leur raconter à la fin? C'est un mauvais coup, il ne faut jamais passer le dernier. Parce que dans les meetings unitaires, tout le monde raconte tout, et puis à la fin, bon, il faut ramasser. En plus, tout le monde a faim, donc il faut aller en 5 minutes. Bon, alors je vais vous raconter une petite histoire. Au début, c'était le 15 janvier, je crois. La première action syndicale était le 19. Je fais plus de télévision. J'ai fait un choix personnel parce que, pour tout vous dire, je trouve que le niveau politique sur les plateaux de télévision est tellement bas. En plus, vous êtes toujours 1 contre 3, parce qu'ils vous mettent toujours un journaliste qui est évidemment de droite, un éditorialiste. La dernière fois qu'on m'a invité, on m'a dit « Vous serez face à Christophe Barbier ». Ah oui, on connaît bien, un grand ami du mouvement social. Et puis, on vous mettra un macroniste. Oh, mais voilà, ben, tout va bien. Alors bon, donc j'accepte plus ça, mais bon, de temps en temps, j'en fais un. Et donc, je vais à Public Sénat. C'était pas commencé. Et je me retrouve face à moi, on était en face à face, tant mieux. Le ministre macroniste, ancien ministre macroniste, devenu sénateur, Jean-Baptiste Lemoyne. Personne ne le connaît, mais c'est pour vous donner le pédigré. Et donc, le type est assez bien coiffé, toujours bien portant sur lui. Bon, évidemment, moi, c'est pas la même chose. Je salue ma mère qui est là, et elle va encore me dire que j'ai la chemise de travers. Et donc, il lui donne la parole en premier. Et lui, il assène des chiffres. Il dit « Oui, monsieur Gay, vous comprenez, nous n'avons pas le choix. On ne voudrait pas la faire, cette réforme, mais il le faut. Les milliards de déficit, on va faire peser une dette insupportable sur nos enfants. » Et blablabla, et blablabla. Et il fait tomber des chiffres. J'arrivais même plus à les noter, à les retenir.
Alors à la fin, au bout de 3 minutes, j'ai dit, je ne peux pas en placer une. Non, non, c'est la coupure pub. Ah bon, d'accord. Bon, ok. Mais quand même, je vais pouvoir répondre. Donc je lui dis, écoutez, on ne va pas dialoguer, puisque a priori j'ai 30 secondes avant la coupure pub. Je dis, mais monsieur Lemoine, pourquoi vous êtes engagé en politique? Ah, il me regarde. Je dis, moi, par exemple, je me suis engagé au Parti communiste comme des milliers, dizaines de milliers de personnes, ou dans des formations de gauche, parce que j'étais un révolté. Je voulais changer le monde et la société. Et donc, j'ai voulu agir avec d'autres. C'est pour ça que je suis rentré au Parti communiste. Et vous, pourquoi? Il me regarde. J'ai dit, je sais pas, moi. Ça fait 3 minutes que vous me parlez que de chiffres. Vous avez raté votre vocation. Vous aurez dû faire un BTS comptable. Parce que moi, je trouve beaucoup de chefs d'entreprise, ils cherchent des comptables partout. Donc allez-y et rendez votre siège. Nous, on va faire de la politique. Je dis ça pourquoi? Parce qu'il faut être sérieux. J'en reviens maintenant après cette petite anecdote. Évidemment, il faut rendre coup pour coup et il faut répondre. Parce que la machine de guerre est lancée. Tous les jours, ils saturent les ondes de télévision. Ils viennent. D'ailleurs, même les éditorialistes, maintenant, on a découvert qu'ils allaient chercher directement leur élément de langage auprès du président de la République. Quelqu'un m'a demandé si j'y étais. Non, l'humanité n'était pas conviée. Mais si il m'avait invité, je y aurais été. D'abord pour découvrir l'Élysée, il paraît que c'est extrêmement bien, et puis pour découvrir leur argument pour, évidemment, que nous puissions y répondre. Mais il faut voir que ce matraquage médiatique est un rouleau compresseur pour des millions de travailleurs et travailleuses. Et lorsque, du matin au soir, on vous explique que 62, 64, bon, c'est un petit effort, mais que de toute façon, il n'y a pas de choix, ça permet aussi, ça rentre dans les têtes. Et des millions de travailleurs et travailleuses, à un moment, se disent, bon, finalement, pourquoi pas 2 ans de plus? Parce qu'il n'y a pas le choix. Donc, il faut répondre, c'est vrai, sur les chiffres. Beaucoup ont été donnés déjà. L'égalité salariale femmes-hommes. On nous a vendu au dernier quinquennat, on va faire un grand index, et vous allez voir, ça va changer. Ça n'a rien changé du tout. Comme l'article 2 sur l'index des seniors, qui est du pipeau intégral, et qui ne changera rien. Donc maintenant, ça fait des années qu'on en parle, il faut passer par la loi et contraindre les entreprises à appliquer l'égalité salariale. Voilà. Et si nous le faisons, c'est 6 à 8 milliards de cotisations de suite. Vous avez déjà réglé 80% du fameux problème des 10 milliards. Deuxième question, je l'ai dit à Jean-Baptiste Lemoine. Bon, ok, on va répondre sur les chiffres. Combien d'aides directes et indirectes chaque année données au capital dans ce pays? Combien? Sans contrepartie d'emploi, ni de salaire, ni de formation, ni d'investissement. Combien? Je ne sais pas. Ah, là, tu fais plus les chiffres. 162 milliards d'euros chaque année donnés au capital. C'est nos impôts. C'est les nôtres. Imaginez, il en faut 10. Le CICE, vous vous rappelez Pierre Gattaz, le badge à 1 million d'emplois. Donnez-nous 20 milliards d'exonération de cotisation, qu'il appelle charge, et vous aurez 1 million d'emplois. France Stratégie, qui n'est pas l'humanité, qui est une officine du Premier ministre, il a dit que ce dispositif avait coûté 120 milliards en 5 ans et que ça avait créé 90 000 à 150 000 emplois. Donc les exonérations de cotisation ne créent pas d'emplois, c'est un mythe du capital. Donc, il existe toujours le CICE. C'est 20 milliards d'exonération chaque année. Reprenons-en la moitié si ça ne marche pas. Et vous avez déjà réglé le problème. Et puis, dernière chose. Si on fait contribuer au même niveau les dividendes, c'est-à-dire les revenus du capital, au même niveau que les salaires, alors là, c'est 40, même, il y en a qui disent 60 milliards d'euros. C'est-à-dire que si nous faisons ça, chacune et chacun peut partir à 60 ans, à taux plein, avec une retraite à hauteur du SMIC que nous voulons à 2 000 euros pour toutes et tous. Donc, il ne faut pas se laisser enfermer dans ces chiffres. Oui, d'autres options sont possibles. Et il faut les mettre sur la table et il faut les faire parler. Ce que nous allons essayer de faire modestement au Sénat, comme les copains
ont essayé de le faire à l'Assemblée nationale pour les faire jacter. Le deuxième mythe qui est tombé, mais quelqu'un l'a très bien dit, c'est la retraite à 1 200 € pour tous. Moi, il y a plein de gens, ils viennent me voir en Seine-Saint-Denis. Eh Fabien, vote le truc. Comment? Si on a 1 200 €, c'est que moi j'ai un petit salaire, j'ai une petite retraite, 800 €. Je dis, mais vous croyez que ces gens portent la question de la justice sociale à cœur? Mais vous savez, on n'est pas des poissons rouges. On tourne autour du bocal et 6 secondes après, on a tout oublié. Ceux qui vous vendent en même temps qu'ils veulent sauver le système par répartition. Elisabeth Borne n'arrête pas de dire ça à toutes les questions d'actualité. Mais rappelez-vous, en 2019, c'était le même casting. Et ces gens sont venus et ils vous ont dit le système par répartition, c'est fini. Maintenant, il faut passer par le système de capitalisation par points. Nous n'en avons pas oublié. Donc ce sont les mêmes qui sont aujourd'hui aux manettes. Et pourquoi ils ne reviennent pas de suite par le système par points? Mais parce qu'ils voient qu'il y a une résistance dans le pays et une unité. Et c'est déjà ce qui a fait échec en 2019. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ils pensent, la première étape, c'est le 64 ans, mais les mêmes dans 5 ans. Et peut-être que le casting aura changé. Mais si c'est les mêmes, ils reviendront vous dire « Ah, le système est déséquilibré. » Et il faut passer par la retraite par capitalisation. D'ailleurs, écoutez bien aujourd'hui sur les plateaux de télévision. Ça a déjà commencé. Parce que le texte a été abordé, vous le savez, à la commission au Sénat. Évidemment, la réaction est ultra majoritaire. Donc, ils ont adopté le texte en l'alourdissant un peu. Et il y a déjà des sénateurs de droite. Ils sont sur les plateaux de télévision dès ce soir. J'écoutais BFM avant de venir. Ça m'arrive. Comme toi, peut-être. Parce que des fois, il faut bien écouter ce qui se raconte en face. Et il y avait Gérard Longuet, un grand camarade, un très bon ami. Et il dit, toujours avec sa voix calme, ah oui, ces gens sont toujours calmes. Nous sommes les excités. Moi particulièrement. Je dis, mais non, mais je viens de Seine-Saint-Denis. Nous, pour nous faire comprendre, il faut toujours parler fort pour exiger l'égalité. Vous avez tout. Donc, c'est sûr, vous n'avez jamais à vous énerver et toujours à garder votre calme. Et donc, très calmement, il vient et il dit, oui, on va voter l'article 7. Oui. On va voter la réforme à 64 ans. Oui. Mais vous savez, j'en veux un peu à Macron. Ah bon? Alors, le journaliste, Truchot ou Marchal, je ne sais pas, je les confonds. Bon, peu importe, c'est les mêmes. Il dit, ah bon, vous en voulez un peu à Macron? Quand même? Oui, parce qu'il faudrait introduire un peu de capitalisation. Et donc déjà, ils sont en train de vous mettre ça. Je finis par vous dire 2 choses, parce que je ne veux pas être trop long. Je viens d'un département, Seine-Saint-Denis, d'habitude, je cite ma mère avec cet exemple. Mais comme elle est là ce soir, elle m'a dit, surtout, tu ne fais pas ton sketch sur moi. Donc, je te dis, maman, que je ne vais pas le faire. Je viens d'un département en Seine-Saint-Denis où je sais ce que sont les outils, les essentiels du pays. Ceux qui se lèvent et qui tiennent le pays debout. Pendant la crise du Covid, quand dans les Hauts-de-Seine, tout le monde s'était barré pour se confiner à la campagne, nous, les nôtres, ils prenaient le RER. Je le dis. Les nôtres, c'est les livreurs et les livreuses. C'est l'industrie agroalimentaire, c'est les caissiers et les caissières, c'est les aides-soignants et les aides-soignants, c'est ceux qui sont dans le BTP, c'est ceux-là qui tiennent le pays, dans les services publics, les catégories C dans les mairies, qui eux ont été au mailles, et ils savent ce que c'est. Je dis ça parce qu'à un moment donné, la politique, c'est aussi parler de la vie des gens. Et donc, 2 ans supplémentaires pour tout cela, c'est 2 années volées. C'est les 2 plus belles années à la retraite. Il faut savoir que déjà 40% des gens n'arrivent pas en activité à la retraite. Pourquoi? Parce qu'ils sont cassés, ils sont usés. Il y a des plans de départ volontaires où les entreprises leur disent « Allez, partez ». Si nous faisons 2 ans de plus, ça ne sera pas 40%, ça sera 50% des gens qui n'arriveront pas en activité à l'âge de la retraite. Et donc, qu'est-ce que ça va faire? Des retraités encore plus pauvres. D'ailleurs, à la dernière réforme, personne ne redit ça. Du petit Wörth, 10% de plus de retraités au RSA. C'est ça la réalité. C'est que des gens n'y arriveront pas. Parce que la vie, à un moment donné, on cède. Quand on a eu un métier usant, difficile, on ne peut plus. Parce que le corps cède. Et donc, nous refusons de voler les 2 plus belles années à la retraite.
Et la dernière chose que je veux vous dire, c'est que c'est une question extrêmement politique. Ce n'est pas qu'une réforme. C'est un enjeu de civilisation, ce qui est en train de se passer. Ces deux conceptions de la vie, du travail et de la retraite qui sont en train de s'opposer. Si nous cédons un pouce aujourd'hui, alors les mêmes reviendront et vous diront il faut équilibrer. Ça sera 65, ça sera 66. Il y en a déjà qui disent il faudra harmoniser avec les pays européens. 67 et peut-être 69 ans. Les mêmes, si nous cédons un pouce, viendront vous dire il faut être plus productif. En France, nous avons un problème, c'est les 35 heures. Il faudrait peut-être revenir aux 39 et pourquoi pas après-demain aux 40. Et puis surtout leur projet de société. Celui, et tu as raison Nicolas, qu'ils n'avouent pas. Et ce qu'ils exècrent, c'est les cotisations sociales et la sécurité sociale. Et en réalité, leur projet ultime, c'est de remettre la main sur les 346 milliards de cotisations sociales qui échappent chaque année au capital, qui sont socialisées pour les livrer aux mains du privé de BlackRock et compagnie. C'est ça leur volonté. Parce que leur conception, c'est que seul le travail est un temps productif. Et donc pour eux, peu importe que vous arriviez cassé, fatigué, usé ou mort, parce que le temps de la retraite, c'est un temps improductif pour le capital, et donc, eux, ils s'en lavent les mains. Et nous avons une autre conception de la vie, du travail et de la retraite. Nous pensons qu'après une dure vie de labeur, parce que le travail est source d'émancipation et de lien social, mais source de souffrance psychique et physique pour beaucoup, pour celles et ceux qui sont les utiles et les essentiels, ceux qui pensent qu'ils traitent de minables. On le sait que ça peut user. Et donc, nous considérons qu'après une dure vie de labeur, vient le temps de repos, mais vient le temps de libérer des contraintes du salariat et du capital. C'est ça la réalité. La retraite est un temps libéré. Et donc, il peut être un temps de repos, mais il peut être aussi un temps productif. Et je ne sais plus quel camarade a dit ça, mais nos associations culturelles, sportives, d'entraide, ne tiennent que pour beaucoup, par l'engagement de dizaines, centaines de milliers de retraités. Repousser de 2 ans de plus, c'est mettre en difficulté tout ce réseau associatif, si essentiel dans la période du Covid et encore aujourd'hui. Et donc, c'est aussi, et ça peut être un temps productif, mais qui échappe en réalité au pouvoir de l'argent. C'est aussi un temps utile pour soi, pour sa famille et pour les siens. Donc dans ce pays, il existe beaucoup d'argent. Laissez les gens vivre et se reposer après une dure vie de labeur. Voilà, chers amis, ce que je voulais vous dire. C'est une bataille extrêmement féroce entre les forces du capital et les forces du travail. Nous sommes mobilisés. Nous avons des atouts, nous l'avons dit, notre unité. Nous avons des arguments affûtés. Ce soir, je sais que beaucoup d'entre vous sont convaincus. Mais notre boulot, en tant que militants, c'est dès demain, dans nos entreprises, auprès des collègues, auprès des voisins, auprès de la famille, de continuer à leur dire « Tiens, hier, j'ai entendu ça et ça comme argument. Achetez un Humanité dit magazine, en achetez même en 2, à la sortie au prix de 2 €, vous en gardez un pour vous et vous en donnez un à votre collègue. Et Lily, lis et tu verras. » Et nous devons tout faire pour continuer à convaincre. Nous sommes majoritaires dans le pays et dans l'opinion. Mais leur dire qu'il y a un grand rendez-vous, c'est celui du 7 mars. Il faut être là. Il faut répondre à l'appel syndical. Il faut déferler par centaines de milliers, voire de millions. Il faut bloquer le pays parce qu'ils ne comprennent que ça. Nous, on fera le job. On fera le job au Sénat. Même face à la réaction, on a l'habitude, on continuera. Mais ce qui sera déterminant, l'un avec l'autre, sans opposition, c'est le 7 mars.
puis le 8, puis le 9, puis le 10, puis tout ce qu'il faudra pour les faire céder, unis et rassemblés jusqu'au retrait.